Le silence s'est installé dans la salle à manger lorsque mon fils a prononcé ces mots avec un air de fausse préoccupation. La vingtaine de visages autour de la table s'est figée, les fourchettes suspendues en l'air. Je pouvais sentir leur regard peser sur moi comme une chape de plomb. À 73 ans, je venais d'être humilié devant ma famille entière lors de notre traditionnel repas de Pâques. Papa est en cure de désintoxication depuis 3 semaines, a-t-il déclaré d'une voix faussement inquiète. Mais il a obtenu une permission spéciale pour être avec nous aujourd'hui. J'ai regardé mon verre de vin encore plein devant moi, puis j'ai observé l'expression suffisante sur le visage de Xavier, mon fils de 42 ans. Ce moment était l'aboutissement de mois de manœuvres sournoises de sa part. Sans dire un mot, j'ai tendu la main vers mon verre, l'ai saisi fermement et l'ai levé bien haut. Tous les yeux suivaient mon geste. Je propose un toast, ai-je annoncé calmement, non pas à ma prétendue guérison, mais à la santé financière de l'entreprise viticole que j'ai bâtie pendant 40 ans. Celle-là même que mon fils a tenté de s'approprier en inventant cette histoire grotesque d'alcoolisme. Le visage de Xavier est devenu livide. Le verre dans ma main n'était pas la preuve d'une dépendance, mais le symbole de mon contrôle absolu sur la situation. En une seconde, le rapport de force venait de s'inverser. Avant de poursuivre, abonnez-vous à ma chaîne et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été victime d'une trahison familiale? J'aurais dû me méfier bien plus tôt. Les signes étaient là, mais peut-être que l'affection d'un père pour son fils m'avait rendu aveugle. Ce matin de Pâques avait pourtant commencé comme toujours dans notre demeure familiale à Bordeaux. Le ciel était d'un bleu limpide et l'air printanier chargé du parfum des jonquilles qui bordaient l'allée menant à notre propriété viticole. Je m'appelle Laurent Moreau. Toute ma vie, j'ai travaillé à faire prospérer le domaine que mon propre père m'avait légué. 40 ans de labeur pour transformer un vignoble modeste en l'une des propriétés les plus respectées de la région bordelaise. 40 ans à me lever avant l'aube, à surveiller chaque détail, de la taille des vignes jusqu'à la mise en bouteille. Après le décès de ma femme Elisabeth il y a 5 ans, je m'étais peu à peu préparé à transmettre les rênes à mon fils. Xavier, notre fils unique, avait toujours montré un intérêt mitigé pour le domaine, préférant la vie parisienne et ses plaisirs à notre existence plus modeste à la campagne. Malgré ses réticences, j'espérais qu'il finirait par embrasser cet héritage familial. Ce matin-là, j'avais passé 2 heures à préparer la maison pour le repas familial. Ma belle-fille Camille et leurs 2 enfants, mes petits-enfants adorés, devaient arriver de Paris avec Xavier. Ma sœur Hélène serait présente avec son mari Georges, ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Sans oublier quelques cousins et des amis proches de la famille. Une vingtaine de personnes au total. Le repas de Pâques était une institution chez nous. Elisabeth y tenait particulièrement, et depuis son départ, j'avais tenu à maintenir cette tradition avec la même exigence. Je m'étais levé à l'aube pour superviser les derniers préparatifs. À mon âge, je n'avais plus la force de tout faire moi-même. Mais Marie, notre gouvernante depuis près de 30 ans, connaissait parfaitement mes attentes. « Monsieur Laurent, vous pensez que j'ai mis assez de fleurs sur la table ?» m'avait-elle demandé en disposant un magnifique centre de table composé de tulipes et de jonquilles. « C'est parfait, Marie. Elisabeth aurait adoré. » J'avais sélectionné moi-même les bouteilles pour le repas. Un champagne millésimé pour l'apéritif, un blanc sec pour accompagner les entrées et bien sûr la fierté du domaine, notre grand cru de 2015 pour le gigot d'agneau. Ce millésime avait reçu plusieurs distinctions et je savais que mes convives l'apprécieraient. La première alerte aurait dû me mettre la puce à l'oreille. 3 jours avant Pâques, Xavier m'avait appelé pour me demander si nous pouvions parler affaires pendant sa visite. J'ai réfléchi, papa. Je pense qu'il est temps pour moi de prendre plus de responsabilités au domaine. Ces mots auraient dû me remplir de joie. N'était-ce pas ce que j'espérais depuis des années? Pourtant, quelque chose dans son ton m'avait mis mal à l'aise. Xavier n'avait jamais manifesté un tel intérêt auparavant. Ses visites au domaine étaient rares, et il ne posait que peu de questions sur la gestion de l'exploitation. Bien sûr, mon garçon, nous en parlerons après le déjeuner de Pâques. Les premiers invités sont arrivés vers midi.
ma sœur Hélène et son mari Georges, toujours ponctuels, puis les cousins, et enfin, avec près d'1 heure de retard, Xavier et sa famille. J'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Camille semblait tendue, les enfants inhabituellement calmes. Xavier, quant à lui, affichait une assurance que je ne lui connaissais pas. « Papa !» s'est-il exclamé en me serrant dans ses bras avec une effusion feinte. « Comment te sens-tu » La question, anodine en apparence, était posée d'une manière qui suggérait une fragilité de ma part. Comme si j'étais diminué ou malade. « Parfaitement bien », ai-je répondu en me dégageant doucement. « Pourquoi cette question ?»« Oh, pour rien », a-t-il éludé avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. L'apéritif s'est déroulé sur la terrasse, baigné par le soleil printanier. Le champagne coulait, les conversations allaient bon train. J'observais Xavier du coin de l'œil. Il se déplaçait d'un groupe à l'autre, parlant à voix basse, jetant parfois des regards dans ma direction. À un moment, j'ai surpris ma nièce Claire me regarder avec ce qui ressemblait à de la pitié. Dérangeant. Lorsque nous sommes passés à table, j'ai pris place en bout de table, comme le voulait la tradition. Xavier s'est installé à l'autre extrémité, une position qu'il n'occupait jamais d'habitude. C'était la place d'Élisabeth, et depuis son décès, elle restait symboliquement vide lors de nos réunions familiales. Le premier service était composé d'asperges blanches accompagnées de jambon de Bayonne et d'une sauce mousseline. Un classique que je maîtrisais à la perfection. Le vin blanc, un entre-deux-mers d'un producteur voisin et ami, accompagnait parfaitement ce plat délicat. Les conversations allaient bon train. On parlait politique, actualité, des dernières nouvelles familiales. L'atmosphère était détendue, chaleureuse, du moins en apparence, car je sentais une tension sous-jacente. Des regards échangés, des chuchotements. Plusieurs fois, la conversation s'est interrompue brusquement à mon approche. Puis est venu le plat principal, le traditionnel gigot d'agneau aux herbes, accompagné de pommes de terre nouvelles et de petits légumes printaniers. Marie a apporté les plats fumants, emplissant la salle à manger d'un parfum délicieux. J'ai ouvert avec fierté les bouteilles de notre grand cru. C'est à ce moment précis que Xavier a choisi de frapper. Il s'est levé, verre à la main, comme pour porter un toast. Un silence s'est fait autour de la table. Les visages se sont tournés vers lui avec anticipation. « Chers amis, chère famille », a-t-il commencé d'une voix forte. « Avant que nous ne poursuivions ce repas, je dois vous faire part d'une situation délicate. » J'ai senti un malaise m'envahir. Quelque chose dans son ton, dans sa posture, m'indiquait que ce qui allait suivre ne me plairait pas. « Comme vous le savez tous, mon père a toujours été un amateur de bon vin, » a-t-il poursuivi avec un sourire qui se voulait bienveillant. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que depuis quelque temps, cette appréciation est devenue problématique. Un murmure a parcouru l'assemblée. Je me suis redressé sur ma chaise, incrédule. Papa est en cure de désintoxication depuis 3 semaines, a-t-il alors déclaré d'un ton grave. Mais il a obtenu une permission spéciale pour être avec nous aujourd'hui. Le silence qui a suivi était assourdissant. 20 pères Dieu se sont posés sur moi, mélangeant surprise, embarras et ce qui me semblait être de la pitié. J'étais sidéré. Comment osait-il inventer pareille histoire? Moi, alcoolique? C'était absurde. Certes, j'aimais le vin. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu'on possède un vignoble? Mais jamais au point d'en devenir dépendant. Les mots me manquaient face à une telle trahison. La colère montait en moi, mais aussi une profonde tristesse. Mon propre fils, mentant de façon si éhontée devant toute notre famille. C'est alors que j'ai compris. Tout devenait clair. Les questions sur ma santé, les discussions interrompues à mon approche, cette soudaine volonté de prendre plus de responsabilités. Xavier essayait de me faire passer pour un vieil homme affaibli, incapable de gérer le domaine. Et quelle meilleure façon de me discréditer que de me faire passer pour un alcoolique. Mon regard est tombé sur mon verre de vin rouge, encore intact devant moi. Une idée m'est venue. Sans dire un mot, j'ai saisi le verre et l'ai levé lentement. Tous les regards suivaient mon geste,
probablement dans l'attente d'un éclat de colère ou d'une négation véhémente. Au lieu de cela, j'ai parlé d'une voix calme et assurée. « Je propose un toast », ai-je dit en regardant chaque visage autour de la table. Non pas à ma prétendue guérison, mais à la santé financière de l'entreprise viticole que j'ai bâtie pendant 40 ans. Celle-là même que mon fils tente actuellement de s'approprier en inventant cette histoire grotesque d'alcoolisme. Le visage de Xavier s'est décomposé. Il ne s'attendait pas à une réaction aussi mesurée, aussi calculée de ma part. Je n'ai jamais mis les pieds dans une quelconque cure de désintoxication, ai-je poursuivi toujours aussi calmement. Et la seule raison pour laquelle mon fils prétend le contraire est qu'il a tenté ces derniers mois de prendre le contrôle du domaine à mon insu. Des exclamations étouffées ont parcouru l'assemblée. Xavier a tenté d'intervenir, mais je l'ai coupé d'un geste. « Tu vois, Xavier ?» ai-je dit en le fixant droit dans les yeux. « J'ai découvert tes manœuvres il y a plusieurs semaines déjà. Les rendez-vous secrets avec notre banquier, les tentatives de modification des statuts de l'entreprise, les discussions avec des acheteurs potentiels à Paris. Je me suis tourné vers les autres convives. Mon fils ne s'intéresse pas au domaine pour le faire prospérer. Il veut le vendre au plus offrant et empocher l'argent. Et pour cela, il lui fallait me faire passer pour inapte à le gérer. » Le visage de Xavier était maintenant livide. Camille, sa femme, semblait mortifiée, fixant son assiette pour éviter les regards. « Mais tu sais quoi, mon fils ?» ai-je conclu, en levant mon verre un peu plus haut. « Tu as échoué. » Et j'ai porté le verre à mes lèvres, prenant une gorgée mesurée du vin que j'avais moi-même produit sous le regard médusé de l'assemblée. Le repas s'est poursuivi dans une ambiance glaciale. Xavier n'osait plus me regarder en face. Certains invités tentaient maladroitement de relancer la conversation, mais le mal était fait. Le déjeuner de Pâques, habituellement joyeux et animé, s'était transformé en un champ de bataille où les non-dits et les ressentiments avaient remplacé la convivialité. Après le dessert, un nid de Pâques au chocolat que personne n'a vraiment apprécié tant l'atmosphère était pesante, les invités ont commencé à partir précipitamment. Les excuses habituelles, la route à faire, les enfants fatigués, masquaient mal leur malaise. Ma sœur Hélène est venue me trouver avant de partir. Elle a posé une main sur mon épaule, son regard empreint d'une sincère inquiétude. « Laurent, est-ce que tout va bien ? Je veux dire, réellement, tout va parfaitement bien, Hélène. » ai-je répondu en couvrant sa main de la mienne. « Je te le promets, Xavier a inventé cette histoire de toutes pièces. » Elle a hoché la tête, semblant me croire. Je me disais aussi, ce n'était pas ton genre. Puis elle a ajouté plus bas, « Tu devrais parler à Xavier. Essayez de comprendre. » « Oh, je comprends parfaitement ses motivations, » ai-je répliqué, une pointe d'amertume dans la voix. « L'argent, toujours l'argent. » Hélène est partie avec son mari et leurs enfants, me laissant seul dans cette grande maison soudain trop vide. Xavier, Camille et les enfants étaient toujours là, mais se tenaient à l'écart, dans le salon. J'entendais leur voix étouffée, probablement en train de discuter de la situation, de planifier leur prochaine manœuvre. Je suis sorti sur la terrasse, contemplant les vignes qui s'étendaient à perte de vue. Le soleil commençait à décliner, baignant le paysage d'une lumière dorée. Ces terres étaient dans ma famille depuis 3 générations. J'y avais consacré ma vie. Et maintenant, mon propre fils tentait de me les arracher pour les vendre au plus offrant. La porte de la terrasse s'est ouverte derrière moi. Xavier, je l'ai reconnu à sa démarche sans même me retourner. « Papa » a-t-il commencé, la voix hésitante. « Épargne-moi tes excuses, Xavier. » ai-je coupé sèchement. « Elles sonneraient aussi faux que tes accusations. » Un silence s'est installé. Je sentais sa présence dans mon dos, immobile, indécise. « Ce n'est pas ce que tu crois, » a-t-il finalement dit. Je me suis retourné lentement pour lui faire face. Mon fils, mon unique enfant, celui en qui j'avais placé tant d'espoir. Il se tenait là, mal à l'aise, évitant mon regard. « Alors éclaire-moi » ai-je répondu froidement. Xavier a pris une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. « Le domaine perd de l'argent depuis 3 ans, papa.
Tu le saurais si tu consultais réellement les comptes au lieu de te fier à tes intuitions. J'ai senti la colère monter en moi. Comment osait-il? Je gère ce domaine depuis plus longtemps que tu n'es en vie, ai-je rétorqué. J'ai traversé des crises bien pires que quelques années difficiles. C'est plus grave que ça, a-t-il insisté. Les dettes s'accumulent. La banque menace de reprendre les terres si nous ne remboursons pas le prêt de modernisation de la cuverie. C'est faux, ai-je protesté, bien que le doute commençait à s'insinuer en moi. J'ai toujours veillé à ce que nos finances soient saines. Xavier a sorti un dossier de sa veste et me l'a tendu. Voilà les vrais chiffres, papa. Pas ceux que Philippe te présente. Philippe Dumas était mon comptable et ami de longue date. Nous avions étudié ensemble, puis nos chemins s'étaient séparés avant de se recroiser quand j'avais repris le domaine. Je lui faisais une confiance aveugle. J'ai saisi le dossier avec réticence et l'ai ouvert. Des colonnes de chiffres, des graphiques, des tableaux comparatifs. À première vue, rien d'alarmant, mais en y regardant de plus près, « C'est impossible !» ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Xavier. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le domaine était effectivement en difficulté, pas au bord de la faillite, mais loin de la santé florissante que Philippe me décrivait régulièrement. « Philippe m'a menti !» ai-je demandé, incrédule. « Pas exactement », a répondu Xavier. « Il a arrangé les chiffres pour te présenter une situation plus favorable. Il pensait te protéger, t'épargner des inquiétudes à ton âge. » Ouais, cette dernière remarque m'a piqué au vif. « À mon âge ?» ai-je répété avec ironie. « Je ne suis pas sénile, Xavier. » « Bien sûr que non, papa. » s'est-il empressé de rectifier. « Mais tu dois admettre que depuis la mort de maman, tu as ralenti. » C'était vrai, dans une certaine mesure. Le décès d'Elisabeth m'avait profondément affecté. Pendant des mois, j'avais délégué davantage, passé moins de temps dans les vignes ou au bureau. Mais j'avais toujours pensé avoir gardé le contrôle sur l'essentiel. Pourquoi inventer cette histoire d'alcoolisme alors ? Ai-je demandé, toujours méfiant. Si ton intention était vraiment de sauver le domaine ? Xavier a baissé les yeux, visiblement embarrassé. J'ai paniqué, a-t-il admis. Je voulais prendre le contrôle rapidement, avant que la situation ne s'aggrave davantage, et je savais que tu ne céderais jamais volontairement les rênes. Alors tu as décidé de me faire passer pour un ivrogne devant toute notre famille, ai-je demandé, la colère remontant en moi. C'était ta solution ? Ce n'était pas mon intention initiale, s'est-il défendu. Je voulais t'en parler en privé, mais chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet des finances, tu balayais mes inquiétudes d'un revers de main. Je devais reconnaître qu'il n'avait pas entièrement tort. J'avais toujours été obstiné, persuadé de savoir ce qui était le mieux pour le domaine. Mais de là à inventer une telle histoire. Et la vente ? Tu comptais vraiment vendre le domaine ? Xavier a secoué la tête. Non, pas vendre, pas entièrement du moins. J'ai approché des investisseurs pour une participation minoritaire. Une injection de capital frais nous permettrait de moderniser l'équipement, de restructurer la dette, de développer l'exportation. Ces arguments étaient cohérents, je devais l'admettre. Mais la méthode, tu aurais pu simplement me présenter ce plan, ai-je dit. Au lieu de me poignarder dans le dos, aurais-tu écouté ? A-t-il demandé, me regardant droit dans les yeux pour la première fois. Cette question m'a fait réfléchir. Aurais-je réellement considéré ces idées si elles impliquaient de céder une partie du contrôle du domaine ? J'en doutais. Le soleil avait presque disparu derrière les collines maintenant, plongeant la terrasse dans une semi-obscurité. Un vent frais s'était levé, faisant frissonner les premières feuilles de la vigne. Le printemps, saison du renouveau. Peut-être était-il temps pour moi aussi d'envisager un nouveau chapitre. Nous parlerons de tout cela demain, ai-je finalement déclaré, avec des chiffres précis, des projections réalistes et sans mensonge. Xavier a hoché la tête, soulagé mais toujours tendu. Et devant toute la famille, tu admettras que cette histoire de désintoxication n'était qu'un mensonge, ai-je ajouté fermement. Bien sûr, papa, a-t-il acquiescé. Je leur dirai la vérité. Alors qu'ils tournaient les talons pour rentrer, je l'ai rappelé. Xavier, il s'est arrêté attendant. Ne me trahis plus jamais,
ai-je dit d'une voix où se mêlaient avertissement et tristesse. Ou la prochaine fois, tu perdras bien plus que ma confiance. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, le sommeil m'a fui. Je repensais à cette journée surréaliste, à la trahison de mon fils, au mensonge de Philippe, à l'état réel du domaine que j'avais cru prospère. Avais-je été aveugle? M'étais-je voilé la face depuis la mort d'Élisabeth? Au fond de moi, je savais que Xavier n'avait pas entièrement tort. J'avais effectivement ralenti, délégué davantage, parfois négligé certains aspects de la gestion. L'âge, peut-être, ou plus probablement le chagrin qui m'avait vidé d'une partie de mon énergie, de ma passion. Mais ce domaine restait ma vie. Je n'étais pas prêt à lâcher prise, pas de cette façon, pas à cause d'un coup monté. Si Xavier voulait prouver qu'il était digne de reprendre le flambeau, il devrait le faire honnêtement, en gagnant ma confiance, pas en essayant de me discréditer. Demain serait un autre jour. Nous aurions cette conversation franche que nous aurions dû avoir depuis longtemps. Sur l'avenir du domaine, sur son rôle, sur le mien. Et peut-être, ensemble, trouverions-nous un chemin pour sauver ce patrimoine familial, sans sacrifier ce qui me restait de dignité. Car au-delà des vignes, au-delà même du vin qu'elles produisaient, c'était bien là l'essentiel, ma dignité. Celle que j'avais défendue aujourd'hui en levant mon verre face aux accusations mensongères. Celle que je continuerai à défendre, coûte que coûte, face à mon propre fils s'il le fallait. Le lendemain du désastreux dîner de Pâques, je me suis réveillé à l'aube, comme à mon habitude. Le soleil commençait tout juste à caresser les rangées de vignes qui s'étendaient à perte de vue depuis ma fenêtre. Pendant un court instant, avant que les souvenirs de la veille ne reviennent me frapper, j'ai ressenti cette paix familière qui m'accompagnait chaque matin depuis que j'avais repris le domaine. Puis, tout m'est revenu en mémoire. L'accusation publique de Xavier, le silence gêné de ma famille, ma riposte calculée, la conversation tendue sur la terrasse. Je me suis levé péniblement, sentant chacun de mes 73 ans peser sur mes articulations. Non pas à cause de l'alcool, comme mon fils l'avait laissé entendre, mais simplement à cause du temps qui passe, implacable même pour ceux qui, comme moi, ont toujours mené une vie saine et active. En descendant l'escalier en bois qui craquait sous mes pas, j'ai senti une odeur de café fraîchement préparé. Marie était déjà là, affairée dans la cuisine. « Bonjour, monsieur Laurent », m'a-t-elle accueilli avec son sourire habituel, quoique un peu plus réservé que d'ordinaire. « Bien dormi ? Aussi bien qu'on peut dormir après avoir été traité d'alcoolique par son propre fils devant toute sa famille. » ai-je répondu sèchement. Marie a baissé les yeux, embarrassée. Je n'aurais pas dû lui parler sur ce ton. Ce n'était pas sa faute. Elle qui avait toujours été d'une loyauté indéfectible. « Pardonnez-moi, Marie, me suis-je radouci. Ce n'est pas contre vous que je suis en colère. Je comprends, monsieur. C'est une situation difficile. Difficile. » Le mot était faible. J'ai pris la tasse de café qu'elle me tendait et me suis installé à la table de la cuisine. À travers la fenêtre, j'observais les premières lueurs du jour révéler progressivement le paysage vallonné du vignoble. Ces terres étaient dans ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père les avait acquises après la Première Guerre mondiale. Mon père les avait développées malgré les difficultés de l'après-guerre. Et moi, j'avais transformé ce modeste domaine en une propriété respectée, produisant des vins régulièrement primés. Monsieur Xavier et sa famille sont-ils déjà réveillés ? ai-je demandé, essayant de paraître détaché. Ils sont partis, monsieur Laurent. Cette nouvelle m'a surpris. Xavier et sa famille devaient rester jusqu'à mardi. Partissent ? Quand ? Très tôt ce matin, Madame Camille m'a dit qu'ils avaient reçu un appel urgent, les obligeant à rentrer à Paris. Un appel urgent. Quelle excuse commode. Xavier fuyait la confrontation que nous devions avoir aujourd'hui. Typique. Mon fils avait toujours préféré l'évitement à l'affrontement direct. A-t-il laissé un message ? Marie a hésité. Une enveloppe, sur votre bureau. J'ai terminé mon café en silence, puis me suis dirigé vers mon bureau situé dans l'aile ouest de la maison. Cette pièce était mon sanctuaire. Les murs étaient couverts d'étagères remplies de livres sur la viticulture, l'œnologie, mais aussi d'ouvrages de littérature française que j'aimais parcourir les soirs d'hiver. Au centre,
Un bureau en chêne massif ayant appartenu à mon père. Sur sa surface patinée par le temps se trouvait une enveloppe blanche, sur laquelle mon prénom était écrit de la main de Xavier. Je l'ai ouverte avec appréhension. « Papa, je regrette la façon dont les choses se sont passées hier. Ce n'était pas la manière dont j'avais prévu d'aborder le sujet. La situation du domaine me préoccupe depuis longtemps et j'ai maladroitement tenté de prendre les choses en main. Nous avons besoin de discuter sérieusement de l'avenir. Je reviendrai seul vendredi pour que nous puissions parler calmement, d'homme à homme. En attendant, je t'envoie une copie numérique du dossier financier que je t'ai montré hier. Regarde-le attentivement, s'il te plaît. Xavier. » Pas un mot d'excuse pour son mensonge public. Pas de reconnaissance de la blessure qu'il m'avait infligée. Juste cette formulation évasive. La façon dont les choses se sont passées. Comme si ce qui était arrivé était un malheureux accident et non une tentative délibérée de me discréditer pour s'emparer du domaine. J'ai froissé la lettre et l'ai jetée dans la corbeille à papier. Mon fils voulait jouer ? Très bien. Mais il allait découvrir que son vieux père n'était pas aussi facile à manipuler qu'il semblait le croire. 2 heures plus tard, je me trouvais dans le bureau de Philippe Dumas, mon comptable et ami de longue date. Son cabinet se situait à Saint-Émilion, à une 20aine de kilomètres du domaine. Philippe avait été surpris par mon appel matinal exigeant un rendez-vous immédiat, mais il avait accepté de me recevoir avant ses autres clients. « Laurent », m'a-t-il accueilli en se levant pour me serrer la main. « Que se passe-t-il ? Tu avais l'air préoccupé au téléphone. » Philippe et moi nous connaissions depuis l'école d'agronomie. Après nos études, il s'était orienté vers la comptabilité pendant que je reprenais le domaine familial. Quand mon père était décédé et que j'avais eu besoin d'un comptable de confiance, c'est vers lui que je m'étais naturellement tourné. « Je veux voir les vrais comptes du domaine, Philippe », ai-je déclaré sans préambule en m'asseyant face à lui. Son expression s'est figée un court instant avant qu'il ne reprenne son air affable. « Les vrais comptes ? Je ne comprends pas, Laurent. Je t'envoie des bilans détaillés chaque trimestre. Des bilans maquillés apparemment. J'ai sorti le dossier que Xavier m'avait laissé la veille et l'ai posé sur le bureau. » Philippe l'a regardé sans le toucher, comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. « Qu'est-ce que c'est ? » Des analyses financières que mon fils a commandées. Elles racontent une histoire bien différente de celle que tu me racontes depuis 3 ans. Philippe a soupiré profondément et s'est passé une main sur le visage. Il paraissait soudain fatigué, plus vieux que ses 68 ans. Xavier t'a parlé. Ce n'était pas une question mais une constatation résignée. Non, Xavier m'a menti. Ai-je corrigé avec amertume. Il a prétendu devant toute ma famille que j'étais en cure de désintoxication pour l'alcoolisme. C'est seulement après ce coup d'éclat qu'il m'a montré ses documents. Philippe a écarquillé les yeux, visiblement choqué. Il a fait quoi ? C'est absurde. Pourquoi aurait-il ? Pour prendre le contrôle du domaine, évidemment, ai-je coupé sèchement. Ce que je veux savoir maintenant, c'est pourquoi mon comptable et soi-disant ami m'a caché la véritable situation financière de mon entreprise. Philippe a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. Ce n'est pas aussi simple, Laurent. Alors explique-moi, simplement. Il a pris une profonde inspiration avant de se lancer. Après le décès d'Elisabeth, tu as changé. Pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour que ceux qui te connaissent bien le remarquent. Tu t'es replié sur toi-même. Tu as commencé à déléguer des tâches que tu aurais normalement supervisées personnellement. Tu semblais absent. Ces mots me blessaient par leur justesse. Le départ d'Elisabeth avait laissé un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Elle avait toujours été mon ancre, ma conseillère, mon soutien indéfectible. Sans elle, je m'étais effectivement senti perdu, même si je m'efforçais de le cacher. Et alors, ce n'est pas une raison pour me mentir. Quand les premiers signes de difficulté sont apparus, j'ai pensé que c'était temporaire. Une mauvaise année, ça arrive. J'ai décidé de t'épargner ces inquiétudes, sachant que tu traversais déjà une période difficile. Sans me consulter ? J'ai essayé, Laurent, plusieurs fois, mais tu balayais mes tentatives d'un revers de main, en me disant que tu avais confiance en mon jugement et que je devais gérer ces détails.
Je me souvenais vaguement de ces conversations. À l'époque, submergé par le chagrin, je n'avais effectivement pas accordé beaucoup d'attention aux questions financières. Puis, la situation s'est aggravée, a poursuivi Philippe. La concurrence des vins du Nouveau Monde, les changements climatiques affectant les récoltes, l'investissement dans la nouvelle cuverie qui n'a pas encore été rentabilisée. Et au lieu de m'alarmer, tu as préféré maquiller les comptes. Philippe a eu l'air sincèrement contrit. Je voulais te protéger, Laurent, te donner le temps de te remettre. J'ai pensé que la situation allait s'améliorer, que nous pourrions redresser la barre sans t'accabler davantage. Et Xavier, quand l'as-tu mis dans la confidence? C'est lui qui est venu me voir, il y a environ 6 mois. Il avait remarqué des incohérences dans les rapports que je t'envoyais. Il est plus fin analyste que tu ne le crois, ton fils. Cette révélation m'a surpris. Xavier n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les aspects financiers du domaine. Qu'il ait pu déceler des anomalies dans les comptes témoignait d'une attention que je ne lui soupçonnais pas. Et tu lui as tout dit. Pas immédiatement. J'ai d'abord essayé de le rassurer comme je l'avais fait avec toi. Mais il a insisté, menacé de faire appel à des auditeurs externes. J'ai fini par lui montrer les vrais chiffres. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil, digérant ces informations. Mon ami de longue date m'avait menti, mon fils avait comploté dans mon dos. Et pendant tout ce temps, mon domaine, l'œuvre de ma vie, se dirigeait vers des difficultés financières que j'ignorais complètement. « Montre-moi tout, Philippe », ai-je finalement demandé. Je veux connaître l'ampleur exacte du problème. Les heures qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie professionnelle. Philippe m'a présenté les vrais bilans, les projections, les analyses de marché. La situation n'était pas catastrophique, mais elle était préoccupante. Le domaine perdait de l'argent depuis 3 ans, et les réserves s'amenuisaient dangereusement. Sans une restructuration profonde ou un apport de capitaux frais, nous risquions effectivement de ne plus pouvoir honorer nos engagements d'ici 1 an ou 2. Pourquoi Xavier a-t-il eu recours à ce mensonge ridicule sur l'alcool? Ai-je demandé, plus pour moi-même que pour Philippe. S'il voulait vraiment sauver le domaine, il aurait pu simplement me confronter avec ces chiffres. Philippe a hésité avant de répondre. Je ne suis pas sûr que son seul objectif était de sauver le domaine, Laurent. Que veux-tu dire? Xavier m'a parlé de discussions avec des investisseurs, des gens prêts à injecter des capitaux importants en échange d'une part majoritaire du domaine. Mon sang n'a fait qu'un tour. Vendre? Il veut vendre le domaine. Pas vendre entièrement, mais oui, céder le contrôle. Selon lui, c'est la seule façon de sauver l'entreprise tout en tirant un bon prix. Et toi, qu'en penses-tu, professionnellement? Philippe a pris le temps de réfléchir avant de répondre. Financièrement, ce n'est pas absurde. Le domaine a encore une excellente réputation, une marque forte. Des investisseurs seraient prêts à payer cher pour y associer leur nom. Mais je sais ce que ce domaine représente pour toi. Ce n'est pas qu'une entreprise, c'est l'héritage de ta famille. Je ne suis pas sûr que tu puisses accepter de le voir passer sous contrôle extérieur. Il avait raison. L'idée même me révoltait. Ce domaine était dans ma famille depuis 3 générations. Je m'étais toujours imaginé le transmettre à Xavier, qui le transmettrait à son tour à ses enfants. Une lignée ininterrompue de Moreau veillant sur ses terres. Y a-t-il d'autres options? Ai-je demandé, refusant de me résoudre à cette perspective. Quelques-unes, mais elles impliquent toutes des sacrifices, des changements importants dans la façon dont le domaine est géré. Je suis prêt à envisager n'importe quoi plutôt que de vendre. Philippe a hoché la tête, puis a commencé à m'exposer diverses stratégies. Restructuration de la dette, modernisation ciblée de certains équipements pour réduire les coûts de production, développement de l'œnotourisme pour diversifier les revenus, recherche de nouveaux marchés à l'export. Alors que nous discutions de ces possibilités, mon téléphone a vibré. Un message de Xavier. « Je viens d'apprendre que tu as rencontré Philippe. J'espère que vous avez eu une conversation franche. Je maintiens ma visite vendredi. D'ici là, réfléchis sérieusement à la proposition des investisseurs. C'est notre meilleure option. » J'ai montré le message à Philippe. « Comment sait-il que je suis ici ?»
Philippe a eu l'air embarrassé. Je lui ai probablement envoyé un message quand tu as appelé ce matin. Cette révélation m'a fait l'effet d'une gifle. Non seulement il m'avait caché la vérité pendant des mois, mais il continuait à communiquer dans mon dos. Je vois, ai-je dit froidement en me levant. Je crois que nous en avons terminé pour aujourd'hui. Laurent, attends, a protesté Philippe en se levant à son tour. Ne le prends pas comme ça. Nous voulions simplement me protéger. Oui, j'ai compris. Mais la prochaine fois que vous déciderez tous les deux de me protéger, rappelez-vous que c'est encore moi, le propriétaire de ce domaine, et que je n'ai pas l'intention de céder ma place de sitôt. Sur ces paroles, j'ai quitté son bureau, emportant avec moi les dossiers qu'il m'avait préparés. J'avais beaucoup de lectures à faire avant vendredi. Les jours qui ont suivi ont été consacrés à une immersion totale dans la situation financière du domaine. J'ai étudié chaque rapport, chaque projection, chaque analyse de marché. J'ai également parlé avec mon maître de chai, mon responsable des vignes et plusieurs autres employés clés pour avoir leur vision de la situation sur le terrain. Ce que j'ai découvert était à la fois préoccupant et stimulant. Préoccupant, car la situation était effectivement délicate. Stimulant, car je voyais désormais clairement les défis à relever et les opportunités à saisir. Le jeudi soir, veille de la venue de Xavier, je me sentais prêt. J'avais élaboré mon propre plan de redressement, différent de celui que mon fils envisageait, mais que je jugeais tout aussi viable. Il faudrait travailler dur, prendre des risques calculés, peut-être même accepter des partenariats limités. Mais nous pouvions sauver le domaine sans en sacrifier l'âme. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Allongé dans le lit que j'avais partagé avec Elisabeth pendant plus de 40 ans, je me demandais ce qu'elle aurait pensé de toute cette situation. Elle avait toujours été la voix de la raison dans notre couple, capable de tempérer mes emportements, de m'amener à voir les choses sous un angle différent. « Que ferais-tu à ma place, mon amour ?» ai-je murmuré dans l'obscurité, comme si elle pouvait encore m'entendre. Le silence qui m'a répondu était éloquent. Elisabeth n'était plus là pour me guider. Cette bataille, je devrais la mener seule. Le vendredi matin, je me suis levé avant l'aube, comme à mon habitude. J'ai pris mon café sur la terrasse, observant le jour se lever sur les vignes. Malgré les difficultés qui s'annonçaient, malgré la trahison de mon fils, je ressentais une étrange sérénité. Comme si, en reprenant pleinement conscience des problèmes du domaine, j'avais également repris le contrôle de ma vie. Xavier est arrivé peu avant midi. Sa voiture de luxe allemande détonnait dans l'allée gravillonnée de notre vieille demeure familiale. Je l'ai observé depuis la fenêtre de mon bureau, alors qu'il en descendait, vêtu d'un costume bien coupé qui trahissait sa réussite professionnelle à Paris. Mon fils avait fait son chemin dans le monde de la finance, loin des vignes et de la terre. Je me demandais parfois s'il restait encore quelque chose du garçon curieux et sensible qu'il avait été. Je l'ai accueilli dans le salon, maintenant une distance à la fois physique et émotionnelle. Pas d'embrassade, juste une poignée de main ferme. « Bonjour Xavier. »« Bonjour papa. Merci de me recevoir. » Sa formulation m'a fait sourire intérieurement. Me recevoir. Comme si j'étais un hôte et lui un visiteur, alors qu'il s'agissait de la maison où il avait grandi. « Assieds-toi, » ai-je proposé en désignant un fauteuil. « Marie nous apportera le déjeuner dans 1 heure. D'ici là, nous avons le temps de parler. » Xavier s'est installé avec une raideur qui trahissait sa nervosité. J'ai pris place en face de lui, les jambes croisées, l'air détendu malgré la tension qui régnait entre nous. « J'imagine que tu as parlé avec Philippe ?» a-t-il commencé. « En effet, et j'ai également fait mes propres recherches. Alors tu comprends la gravité de la situation. Je comprends que le domaine traverse une période difficile, mais pas aussi catastrophique que tu sembles le croire. » Xavier a laissé échapper un soupir exaspéré. « Papa, les chiffres ne mentent pas. Sans injection de capitaux frais, nous serons en défaut de paiement d'ici 18 mois maximum. Si nous continuons à opérer exactement comme nous le faisons maintenant, peut-être. Mais j'ai un plan. Un plan, a répété Xavier, un scepticisme évident dans sa voix. Oui, un plan.
Je suis encore capable d'en élaborer, tu sais, malgré mon âge avancé et ma prétendue dépendance à l'alcool. Xavier a eu la décence de paraître embarrassé. À propos de ça, je tiens à m'excuser. C'était inapproprié et injuste. C'était plus que ça, Xavier. C'était cruel et profondément déshonorant. J'étais désespéré. A-t-il tenté de se justifier? Je voyais le domaine couler et tu refusais d'écouter. Alors ta solution a été de me humilier devant toute notre famille, de salir ma réputation, de me faire passer pour un vieil homme incapable de gérer ses propres affaires. Ce n'était pas... Si, c'est exactement ce que c'était. Ai-je coupé sèchement. Tu voulais prendre le contrôle du domaine pour le vendre à tes amis investisseurs et tu as jugé que le moyen le plus rapide était de me discréditer. Un silence pesant s'est installé entre nous. Xavier fixait le sol, incapable de soutenir mon regard accusateur. J'ai eu tort, a-t-il finalement admis à voix basse. Je m'en rends compte maintenant. Mais tu dois comprendre que j'ai agi par nécessité, pas par malice. La fin ne justifie pas les moyens, Xavier, certainement pas en famille. Il a hoché la tête, acceptant ma réprimande. Alors, quel est ton plan? Je lui ai présenté les grandes lignes de la stratégie que j'avais élaborée ces derniers jours. Une modernisation ciblée de nos équipements pour réduire les coûts de production. Un développement de l'œnotourisme en transformant une partie des bâtiments inutilisés en chambres d'hôtes haut de gamme. Une restructuration de notre dette auprès de la banque, facilitée par la vente de quelques parcelles non stratégiques. Et surtout, une offensive commerciale sur les marchés asiatiques, où notre marque jouissait déjà d'une certaine reconnaissance. Xavier m'a écouté attentivement, m'interrompant parfois pour poser une question ou soulever une objection. À ma surprise, il semblait réellement intéressé par mon approche, même s'il restait sceptique sur certains points. C'est un plan ambitieux, papa, a-t-il reconnu une fois que j'eus terminé. Mais il comporte des risques importants. Et surtout, il nécessite une énergie et un investissement personnel que... Il s'est interrompu, cherchant ses mots. Que tu doutes que je possède encore à mon âge? Ai-je complété pour lui? Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de force, d'énergie. Tu as 73 ans, papa. Ce plan représente potentiellement des années de travail acharné, de stress, d'incertitude. Et tu penses que je ne suis plus capable de supporter tout cela? Je pense que tu ne devrais pas avoir à le faire. Tu as travaillé toute ta vie, bâti quelque chose d'extraordinaire. Tu mérites de pouvoir en profiter maintenant, de te reposer, de voyager peut-être. Sa sollicitude semblait sincère, ce qui rendait la conversation d'autant plus difficile. Car derrière ces paroles bienveillantes se cachait toujours cette même idée. Me mettre à l'écart, prendre les rênes, décider de l'avenir du domaine à ma place. Et si je ne veux pas me reposer, si je préfère continuer à me battre pour ce domaine plutôt que de le voir passer entre des mains étrangères? Xavier a secoué la tête, comme s'il avait affaire à un enfant obstiné. Il ne s'agit pas de le faire passer entre des mains étrangères, il s'agit d'assurer sa survie, sa prospérité future, en vendant une part majoritaire, ce qui revient à le donner à des inconnus, des partenaires stratégiques, papa, des gens qui ont les moyens et l'expertise pour en faire quoi? Ai-je coupé? Une marque parmi d'autres dans leur portefeuille? Un actif qu'ils revendront dès qu'ils auront doublé leur mise? Tu crois vraiment qu'ils se soucient de l'âme de ce lieu, de son histoire, de ces gens? L'alternative pourrait être de tout perdre, a rétorqué Xavier, la frustration transparaissant dans sa voix. Est-ce vraiment ce que tu veux? Voir le domaine saisi par les banques, vendu aux enchères au plus offrant? Ce scénario catastrophe n'arrivera pas si nous mettons en œuvre mon plan. Ton plan implique des risques énormes, et si ça ne fonctionne pas, si nous investissons tout ce qui nous reste dans cette stratégie et qu'elle échoue, alors nous aurons essayé. Nous aurons lutté jusqu'au bout pour préserver ce domaine tel qu'il a toujours été. Une entreprise familiale, indépendante, fidèle à ses valeurs. Xavier s'est levé et a fait quelques pas dans la pièce, visiblement agité. Puis, il s'est arrêté devant la grande fenêtre qui donnait sur les vignes. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» a-t-il dit sans se retourner. « Ce n'est pas juste une question d'argent ou de contrôle, c'est aussi une question de responsabilité.
De responsabilité, oui. Envers les employés du domaine, envers l'héritage lui-même. Parfois, préserver quelque chose signifie accepter qu'il change, qu'il évolue. Il s'est retourné pour me faire face. Les investisseurs avec qui j'ai parlé ne sont pas des vautours, papa. Ce sont des passionnés de vin, des connaisseurs qui respectent notre histoire, notre savoir-faire. Ils veulent s'associer à nous précisément parce qu'ils valorisent ce que nous avons bâti. Alors pourquoi exiger une part majoritaire? Pourquoi ne pas se contenter d'être des partenaires minoritaires, des soutiens plutôt que des maîtres? Parce que c'est un investissement risqué pour eux aussi. Ils veulent avoir leur mot à dire sur les décisions stratégiques. Je me suis levé à mon tour, me rapprochant de mon fils jusqu'à ce que nous nous tenions face à face. Et moi, n'ai-je plus mon mot à dire sur le domaine que j'ai bâti? Dois-je simplement m'effacer parce que quelqu'un avec plus d'argent pense savoir mieux que moi ce qui est bon pour ces terres? Xavier a soutenu mon regard et j'ai vu dans ses yeux non pas l'arrogance ou la condescendance que j'y cherchais, mais une sincère inquiétude. Bien sûr que tu as ton mot à dire, papa. Personne ne suggère le contraire. Mais nous devons être réalistes. Les temps ont changé. Le marché du vin est devenu impitoyable, globalisé. Les petits domaines indépendants comme le nôtre sont de plus en plus rares, précisément parce qu'il est devenu extrêmement difficile de survivre sans le soutien de groupes plus importants. Ces arguments n'étaient pas dénués de sens, je devais le reconnaître. Le monde viticole avait effectivement changé drastiquement ces dernières décennies. La concurrence des vins du Nouveau Monde, l'émergence de nouveaux marchés, les défis du changement climatique, rien n'était plus comme à l'époque où j'avais repris le domaine des mains de mon père. Que proposerais-tu concrètement? Ai-je finalement demandé, décidant d'entendre son plan jusqu'au bout. Le visage de Xavier s'est éclairé, comme s'il n'avait pas osé espérer que je puisse envisager sa proposition. Les investisseurs offriraient 15 millions d'euros pour 60% du domaine. Cela nous permettrait de rembourser intégralement nos dettes, de moderniser complètement nos installations et d'avoir encore une réserve confortable pour développer notre présence à l'international. Et qui dirigerait le domaine au quotidien? Toi, aussi longtemps que tu le souhaiteras, puis moi, si je m'en montre capable. Cette dernière précision m'a surpris. Tu envisagerais sérieusement de quitter Paris pour venir t'occuper des vignes? Ce n'est pas tout à fait le style de vie auquel tu es habitué. Les gens changent, papa, a-t-il répondu avec un léger sourire. Camille et moi en avons beaucoup parlé. Les enfants grandissent, la vie parisienne est éreintante. L'idée d'élever nos enfants ici, dans cet environnement, devient de plus en plus séduisante. Cette révélation m'a laissé songeur. Mon fils, revenant aux racines familiales, c'était un scénario que j'avais cessé d'espérer depuis longtemps. Tu dis que je dirigerai toujours le domaine, mais avec 40% des parts contre 60% pour tes investisseurs, n'auraient-ils pas le dernier mot sur toutes les décisions importantes? Sur papier, oui, a admis Xavier. Mais en pratique, ils s'engageraient à respecter ton expertise et ta vision tant que les objectifs financiers seraient atteints. Et s'ils ne le sont pas? Si nous traversons une mauvaise année ou deux? Alors ils interviendraient, c'est vrai. Mais n'est-ce pas préférable à la faillite? Je ne pouvais nier la logique de son raisonnement. Pourtant, quelque chose en moi se révoltait toujours à l'idée de céder le contrôle de ce que ma famille avait bâti sur 3 générations. J'ai besoin de réfléchir, ai-je finalement déclaré. Ce n'est pas une décision que je peux prendre à la légère. Bien sûr, je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Mais, les investisseurs attendent une réponse d'ici la fin du mois. Si nous refusons, ils se tourneront vers d'autres opportunités. Toujours cette pression, cette urgence, comme si je n'avais pas le droit de prendre le temps nécessaire pour une décision qui affecterait le reste de ma vie et l'héritage familial pour les générations futures. Ils attendront si l'opportunité en vaut vraiment la peine. Ai-je répondu sèchement. Et maintenant, si tu le permets, Marie doit avoir préparé le déjeuner. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère moins tendue que notre discussion précédente, mais toujours empreinte d'une certaine formalité. Nous avons parlé de sujets plus légers, de Camille et des enfants, de mes petits-enfants dont je ne voyais jamais assez,
de la vie parisienne que menait Xavier. Ce n'est qu'au dessert, alors que Marie nous servait une tarte aux fraises fraîches du jardin, que Xavier est revenu à la charge, mais sous un angle différent. « Papa, quelle que soit ta décision concernant les investisseurs, j'aimerais que nous rétablissions la vérité auprès de la famille. Je leur écrirai pour démentir ce que j'ai dit à Pâques, bien entendu. Mais je pense que ce serait encore plus convaincant si nous organisions un petit rassemblement familial, peut-être un dîner, où je pourrais m'excuser publiquement. » Sa proposition m'a touché plus que je ne l'aurais admis. C'était un geste de réparation que je n'avais pas osé espérer. « Tu ferais cela ?» Bien sûr, ce que j'ai fait était inexcusable. Je le reconnais entièrement. Le moins que je puisse faire est de rétablir ta réputation auprès de ceux qui comptent pour toi. J'ai hoché la tête, sentant une émotion inattendue m'envahir. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré sa trahison, Xavier restait mon fils. Et à cet instant, je percevais en lui une sincérité qui me rappelait le garçon qu'il avait été. Ce serait apprécié, ai-je finalement répondu, ma voix légèrement enrouée. Nous pourrions le faire le week-end prochain. Je m'occuperai de tout organiser avec Marie. D'accord. Alors que je le raccompagnais à sa voiture après le déjeuner, Xavier s'est arrêté un instant, contemplant le paysage de vignes qui s'étendait devant nous. « C'est vraiment magnifique ici », a-t-il murmuré, comme s'il redécouvrait soudain la beauté du lieu où il avait grandi. Parfois, à Paris, enfermé dans mon bureau, je ferme les yeux et j'essaie de me souvenir de cette vue, de cette lumière. Quelque chose dans sa voix, dans la façon dont ses yeux parcouraient le paysage avec une sorte de révérence, m'a fait entrevoir une possibilité à laquelle je n'avais pas pensé. Et si Xavier aimait réellement ce domaine? Pas comme un actif financier à optimiser, mais comme le foyer qu'il avait été pour lui durant toute son enfance. « Tu es toujours chez toi ici, Xavier ?» ai-je dit doucement. Quoi qu'il arrive, il s'est tourné vers moi, surpris par cette soudaine tendresse dans ma voix. « Merci, papa. Cela signifie beaucoup pour moi. » Nous nous sommes serrés la main. Puis, dans un geste qui m'a pris au dépourvu, Xavier s'est avancé pour m'étreindre brièvement. C'était un contact maladroit, hésitant, mais sincère. « Je t'appellerai pour les détails du dîner », a-t-il dit en montant dans sa voiture. « Je serai là. » Alors que je regardais sa voiture s'éloigner dans l'allée, je me sentais étrangement déchiré. D'un côté, la blessure de sa trahison restait vive. De l'autre, je ne pouvais ignorer cette lueur d'espoir. La possibilité que mon fils et moi puissions peut-être, malgré tout, retrouver un terrain d'entente. Non pas simplement sur l'avenir du domaine, mais sur notre relation elle-même. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai repensé à notre conversation, aux arguments de Xavier, à ma propre vision pour le domaine. Les deux approches avaient leurs mérites, leurs risques. Aucune décision ne serait parfaite. Aucune voie n'offrirait de garantie absolue. « Qu'aurais-tu fait, Elisabeth ?» ai-je murmuré dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai presque cru entendre sa réponse, douce et sage comme elle l'avait toujours été. « Fais confiance à ton cœur, Laurent, mais n'oublie pas d'écouter aussi ta tête. » Avec ces mots imaginaires résonnant dans mon esprit, j'ai finalement sombré dans un sommeil plus paisible que je n'en avais connu depuis des semaines. Capitaux, le domaine risquait effectivement de connaître des difficultés croissantes dans les années à venir. Ce samedi matin-là, je me suis réveillé avec les premières lueurs de l'aube, comme à mon habitude. Après un café rapide, j'ai décidé de faire ce que j'avais toujours fait quand un problème me tourmentait. Marcher dans les vignes, sentir la terre sous mes pieds, observer les plants, toucher les feuilles, m'imprégner de ce lieu qui était une partie de moi-même. L'air était encore frais en ce début de printemps. Une légère brume flottait entre les rangs de vignes, donnant au paysage un aspect presque surnaturel. J'ai suivi le chemin qui serpentait à travers notre parcelle la plus ancienne, celle que mon grand-père avait acquise en premier. Ces vieilles vignes, certaines âgées de plus de 60 ans, produisaient moins de raisins que les plus jeunes, mais leurs fruits étaient d'une complexité inégalée. En arrivant au sommet de la petite colline qui dominait le domaine,
Je me suis arrêté pour contempler la vue. De là-haut, je pouvais embrasser du regard l'ensemble de nos terres, les différentes parcelles avec leurs cépages variés, les bâtiments d'exploitation, le chai, et au loin, la demeure familiale avec sa façade de pierre dorée par le soleil levant. Un sentiment de fierté m'a envahi. Tout cela, nous l'avions bâti génération après génération. Mon grand-père avait acheté les premières terres. Mon père avait étendu le domaine. Et moi, j'avais fait entrer le domaine Moreau dans le cercle très fermé des grands vins de Bordeaux. Mais cette fierté s'accompagnait désormais d'une inquiétude profonde. Et si je m'obstinais par orgueil, si mon refus de céder du terrain menait le domaine à sa perte, que resterait-il alors de l'héritage des Moreau? Un bruit de moteur m'a tiré de mes réflexions. En contrebas, j'ai aperçu une voiture qui s'engageait dans l'allée menant à la maison. Pas celle de Xavier, mais une que je ne reconnaissais pas. Je suis descendu rapidement pour voir de qui il s'agait. Lorsque je suis arrivé dans la cour, un homme d'une 60aine d'années descendait du véhicule. Grand, élégamment vêtu, il dégageait cette assurance tranquille des personnes habituées à être écoutées. « Monsieur Moreau ?» a-t-il demandé en me voyant approcher. Lui-même. « Et vous êtes ?»« Victor Delorme » a-t-il répondu en me tendant la main. Pardonnez cette visite impromptue, mais j'étais dans la région et je tenais à vous rencontrer personnellement. Ce nom m'était familier, bien que je ne puisse pas immédiatement me rappeler où je l'avais entendu. Vous êtes un de ces investisseurs dont mon fils m'a parlé, ai-je réalisé soudainement. Il a incliné légèrement la tête en signe d'acquiescement. En effet, je suis le principal partenaire du groupe qui s'intéresse à votre domaine. Votre fils Xavier m'a dit que vous hésitiez concernant notre proposition et j'ai pensé qu'une discussion directe serait peut-être utile. J'ai hésité un instant. Cette visite surprise ressemblait fort à une tactique pour me forcer la main. D'un autre côté, rencontrer cet homme me donnerait peut-être une meilleure idée de ses intentions réelles concernant le domaine. Entrez donc, ai-je finalement proposé. Marie peut nous préparer un café. Avec plaisir. Et nous nous sommes installés dans le salon, la même pièce où j'avais eu ma conversation avec Xavier la semaine précédente. Marie nous a apporté du café et s'est discrètement éclipsée, me laissant seul avec ce visiteur inattendu. « Votre domaine est magnifique, monsieur Moreau », a commencé Victor Delorme en regardant par la fenêtre. « J'ai eu l'occasion de goûter votre millésime 2015 lors d'une dégustation à Paris l'an dernier. Un vin remarquable. »« Merci », ai-je répondu, toujours sur mes gardes. Je suis curieux de savoir pourquoi un homme comme vous s'intéresse à un domaine comme le nôtre. Vous devez avoir des investissements bien plus lucratifs ailleurs. Victor Delorme a souri, nullement décontenancé par ma franchise. C'est une question légitime. La vérité, c'est que notre groupe ne recherche pas simplement la rentabilité à court terme. Nous investissons dans des domaines viticoles pour leur valeur intrinsèque, pour leur histoire, pour leur potentiel. Leur potentiel à être revendu avec une belle plus-value après quelques années. Mon ton était plus acerbe que je ne l'aurais voulu, mais Delorme ne s'en est pas formalisé. Je comprends votre méfiance, monsieur Moreau. Beaucoup de domaines familiaux ont effectivement été absorbés par de grands groupes ces dernières années, parfois avec des conséquences regrettables. Mais notre approche est différente. En quoi? Nous sommes des investisseurs, certes, mais aussi des passionnés. Personnellement, je collectionne les vins depuis près de 40 ans. Ce n'est pas seulement un placement pour moi, c'est une vocation. Il a marqué une pause, comme pour donner plus de poids à ses prochaines paroles. Notre objectif n'est pas de transformer radicalement les domaines dans lesquels nous investissons, mais de leur donner les moyens de s'épanouir pleinement en respectant leur identité propre. Ces mots étaient bien choisis, sa voix convaincante. Pourtant, j'avais du mal à le croire complètement. L'expérience m'avait appris que les belles paroles cachaient souvent des intentions moins nobles. Vous parlez d'identité, monsieur Delorme, mais l'identité du domaine Moreau, c'est précisément d'être resté dans les mêmes mains, la même famille, depuis 3 générations. Comment préserveriez-vous cela en prenant une participation majoritaire?
Delorme a pris le temps de réfléchir avant de répondre. Vous avez raison sur un point, monsieur Moreau. L'histoire familiale est une part essentielle de l'identité de votre domaine. C'est pourquoi nous tenons à ce que vous restiez pleinement impliqué dans sa gestion, ainsi que votre fils, si tel est son souhait. Avec 40% des parts contre 60% pour vous, quel poids aurais-je réellement dans les décisions? Les pourcentages ne sont qu'un aspect de la gouvernance, monsieur Moreau. Nous pourrions établir des statuts garantissant votre droit de veto sur toutes les décisions stratégiques. Vous resteriez le maître des lieux. Nous serions simplement là pour vous soutenir financièrement et vous ouvrir de nouveaux marchés. Cette proposition était meilleure que ce que Xavier m'avait laissé entendre. Un droit de veto. Cela changerait considérablement la donne. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à cet homme que je venais de rencontrer? Pourquoi un tel intérêt pour notre domaine spécifiquement? Il en existe des dizaines d'autres à Bordeaux, certains plus renommés que le nôtre. Delorme a souri à nouveau, mais différemment cette fois. Un sourire presque nostalgique. Puis-je vous parler franchement, monsieur Moreau? Je vous en prie. Mon père était un petit viticulteur dans le Languedoc. Il a travaillé toute sa vie sur quelques hectares qui ne lui ont jamais rapporté grand-chose. Mais il avait une passion, une obsession presque, les grands vins de Bordeaux. Il économisait pendant des mois pour s'offrir une bouteille d'un grand cru lors d'occasions spéciales. Son regard s'est perdu un instant, comme s'il revoyait des scènes d'un passé lointain. Je me souviens qu'un jour, j'avais peut-être 10 ou 11 ans, il est rentré à la maison avec une bouteille soigneusement emballée. C'était un Moreau, millésime 1961 si ma mémoire est bonne. Un vin produit par votre père, je suppose. J'ai acquiescé en silence. Le millésime 1961 était en effet l'un des plus réussis de mon père, avant que je ne reprenne le domaine. Il l'a gardé pendant près de 2 ans avant de la déboucher pour les 16 ans de ma sœur aînée. Je n'étais qu'un enfant, mais je me souviens encore de son expression quand il a pris sa première gorgée. C'était de la pure joie. Delorme a secoué légèrement la tête, comme pour chasser ses souvenirs. Mon père n'a jamais réalisé son rêve de posséder son propre domaine à Bordeaux. Il est mort trop tôt, mais il m'a transmis sa passion. Et quand j'ai appris que le domaine Moreau pourrait être ouvert à des investisseurs, j'y ai vu une sorte de... je ne sais pas, de signe peut-être. Cette histoire personnelle m'a touché plus que je ne l'aurais voulu. Elle humanisait cet homme que j'étais prêt à voir uniquement comme un prédateur financier. Une belle histoire, monsieur Delorme, mais les affaires sont rarement guidées par les sentiments. Détrompez-vous, a-t-il répondu avec conviction. Les meilleures décisions d'affaires sont souvent celles qui allient raison et passion. C'est particulièrement vrai dans le monde du vin. Nous avons poursuivi notre conversation pendant près d'1 heure. Delorme m'a détaillé sa vision pour le domaine. Moderniser certaines installations tout en préservant les méthodes traditionnelles qui faisaient la spécificité de nos vins. Développer notre présence à l'international, notamment en Asie où la demande pour les grands Bordeaux ne cessait de croître. Peut-être même acquérir quelques parcelles supplémentaires pour augmenter notre production sans compromettre la qualité. Plus il parlait, plus je devais reconnaître que sa vision n'était pas si éloignée de la mienne. La principale différence était qu'il disposait des moyens financiers pour la réaliser immédiatement, là où mon plan exigerait des années de travail acharné, avec une marge d'erreur quasi inexistante. Votre fils m'a parlé des difficultés que traverse le domaine. A-t-il finalement abordé? C'est malheureusement le lot de nombreuses propriétés familiales aujourd'hui. Le marché est devenu impitoyable. Xavier n'aurait pas dû discuter de nos affaires internes avec vous avant que nous ayons pris une décision, ai-je répondu, sentant la colère remonter en moi. Ne soyez pas trop dur avec lui, a tempéré Delorme. Il agit par amour pour ce domaine, croyez-moi. Il m'a raconté comment, enfant, il vous suivait partout pendant les vendanges, comment vous lui expliquiez patiemment chaque étape de la vinification. Cette image m'a pris au dépourvu. Xavier, petit garçon aux yeux émerveillés, courant entre les rangs de vignes, posant 1000 questions.
C'était un souvenir que j'avais presque oublié, enfoui sous des années de distance et de malentendus. Xavier vous aime et vous respecte profondément, monsieur Moreau, même s'il ne le montre pas toujours de la meilleure façon. J'ai détourné le regard, soudain, ému. Était-ce possible que j'ai mal jugé mon fils? Que derrière ces manœuvres maladroites se cache un réel attachement au domaine, un désir sincère de le sauver? Réfléchissez à notre proposition, a conclu Delorme en se levant. Prenez le temps qu'il vous faut, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter directement. Il m'a tendu une carte de visite que j'ai acceptée mécaniquement. Une dernière chose, a-t-il ajouté en se dirigeant vers la porte. Quelle que soit votre décision, ce sera un honneur de partager un verre de votre vin avec vous. Après son départ, je suis resté longtemps assis dans le salon, réfléchissant à notre conversation. Delorme était convaincant, c'était indéniable. Et l'idée d'un droit de veto sur les décisions stratégiques changeait considérablement la donne. Ce ne serait plus une simple vente majoritaire, mais un véritable partenariat où ma voix continuerait à compter. Pourtant, un doute persistait en moi. Était-ce vraiment la meilleure solution pour le domaine? Pour l'héritage des Moreau? Le soir venu, alors que je dînais seul dans la grande salle à manger, le téléphone a sonné. C'était Xavier. « Bonsoir, papa. Comment vas-tu ?»« Bien, » ai-je répondu sobrement. « Ton ami Delorme est passé me voir aujourd'hui. » Un silence surpris à l'autre bout de la ligne. « Victor est venu. Je n'étais pas au courant. »« Vraiment ? J'avais plutôt l'impression que cette visite était orchestrée. »« Pas du tout, » a protesté Xavier. « Il a dû prendre cette initiative seul. » Comment s'est passée la rencontre? Intéressante. Il a mentionné certaines garanties dont tu ne m'avais pas parlé. Un droit de veto sur les décisions stratégiques, notamment. Ah, oui. Nous en avions discuté, mais je voulais d'abord voir si tu étais ouvert au principe même d'un partenariat avant d'entrer dans ces détails. Sa réponse sonnait faux. Je connaissais suffisamment mon fils pour savoir quand il ne me disait pas toute la vérité. Xavier, j'attends de toi une totale franchise. Si nous devons discuter sérieusement de l'avenir du domaine, je ne peux pas avoir l'impression que tu me caches des éléments ou que tu manipules les situations. Un soupir là m'a répondu. Tu as raison, papa. La vérité, c'est que Victor m'a contacté hier. Il m'a dit qu'il serait dans la région et a proposé de passer te voir. J'ai pensé que ce serait une bonne idée, qu'il pourrait peut-être te convaincre mieux que moi. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit simplement? Parce que je craignais ta réaction, que tu refuses catégoriquement de le rencontrer si tu savais que j'étais derrière cette visite. Il n'avait pas entièrement tort. J'aurais probablement été plus méfiant, plus sur la défensive si j'avais su que cette rencontre était planifiée. Quoi qu'il en soit, a poursuivi Xavier, je t'appelle pour confirmer le dîner de demain soir. J'ai invité la famille proche, tante Hélène et oncle Georges, cousine Claire et son mari, et bien sûr Camille et les enfants. Les mêmes personnes qui étaient présentes à Pâques, donc. Oui, je pense que c'est important que je m'excuse publiquement devant les mêmes personnes qui ont entendu mon mensonge. J'ai apprécié cette intention, même si je restais méfiant quant à ses motivations plus larges. Très bien. À quelle heure prévois-tu d'arriver? Nous serons là vers 17h. Les enfants sont impatients de te voir, tu sais. Ils parlent souvent de Papy Laurent et de ses vignes. Cette remarque m'a réchauffé le cœur. Malgré les tensions avec Xavier, mes petits-enfants restaient une source de joie pure dans ma vie. Je ne les voyais pas assez souvent à mon goût, ce qui rendait chaque visite précieuse. J'ai hâte de les voir aussi. Louise a-t-elle toujours cette passion pour les insectes? Xavier a ri. Plus que jamais, elle a transformé sa chambre en véritable musée entomologique. Camille est au bord de la crise de nerfs. Nous avons parlé quelques minutes de plus, évoquant les enfants, leurs écoles, leurs activités. C'était une conversation presque normale entre un père et son fils, loin des tensions des dernières semaines. « À demain, papa », a finalement conclu Xavier. « Et merci d'accepter ce dîner. Ça compte beaucoup pour moi. À demain, Xavier. » J'ai raccroché, pensif. Cette journée avait pris une tournure inattendue. La visite de Delorme, cette conversation presque cordiale avec Xavier,
Était-il possible que nous trouvions finalement un terrain d'entente, non seulement sur l'avenir du domaine, mais aussi sur notre relation père-fils? Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil agité, peuplé de rêves où se mêlaient passé et présent. Je revoyais mon père me transmettant les rênes du domaine, puis moi-même faisant de même avec Xavier. Je revivais les vendanges d'autrefois, quand Élisabeth était encore là et que Xavier n'était qu'un enfant courant entre les rangées de vignes. Je voyais aussi des visages inconnus, des hommes en costume parcourant le domaine, transformant peu à peu le paysage familier en quelque chose d'étranger, de méconnaissable. Je me suis réveillé à l'aube, le cœur battant, avec une clarté nouvelle. Quelle que soit ma décision concernant les investisseurs, je devais d'abord réconcilier le passé et le présent. Comprendre comment nous en étions arrivés là, Xavier et moi. Et peut-être, si c'était encore possible, reconstruire un lien qui s'était progressivement délité au fil des ans. Le dimanche s'est levé sur une journée radieuse. Le ciel était d'un bleu limpide, sans le moindre nuage. Un temps idéal pour ce dîner familial qui s'annonçait comme un tournant dans notre histoire commune. J'ai passé la matinée à sélectionner les vins qui accompagneraient le repas. Pour l'apéritif, un champagne que j'appréciais particulièrement. Pour accompagner l'entrée, un blanc sec du domaine, millésime 2018, dont les notes citronnées se marieraient parfaitement avec les asperges que Marie avait prévues. Et pour le plat principal, j'ai longuement hésité avant d'opter pour notre grand cru 2010, un millésime exceptionnel que je réservais habituellement pour les grandes occasions. N'était-ce pas une grande occasion, après tout? Une tentative de réconciliation familiale méritait bien qu'on débouche l'une de nos meilleures bouteilles. À mesure que l'heure approchait, je me sentais étrangement nerveux. Ce n'était pourtant qu'un dîner avec des personnes que je connaissais intimement. Mais l'enjeu était important. Xavier allait publiquement reconnaître son mensonge, restaurer ma réputation. Et peut-être, au-delà de cet aspect formel, pourrions-nous amorcer un véritable dialogue sur l'avenir. À 17 heures précises, j'ai entendu une voiture remonter l'allée. Puis une deuxième. Depuis la fenêtre de mon bureau, j'ai observé ma famille arriver. Xavier et Camille avec leurs 2 enfants, Louise et Thomas. Puis ma sœur Hélène et son mari Georges, suivis de près par Claire et son époux. J'ai respiré profondément et suis descendu les accueillir. Les retrouvailles ont été chaleureuses, quoique un peu gauches au début. Hélène m'a serré dans ses bras avec sa spontanéité habituelle. Claire m'a embrassé sur les 2 joues, son regard trahissant une certaine gêne, probablement liée aux événements de Pâques. Quant à Xavier, il a opté pour une poignée de main formelle, accompagnée d'un sourire hésitant. Les enfants, eux, n'avaient aucune retenue. Louise, 8 ans, s'est jetée dans mes bras avec un enthousiasme débordant, tandis que Thomas, 6 ans, s'agrippait à ma jambe en riant. « Papy, regarde ce que j'ai trouvé dans le jardin à Paris. » Louise a ouvert sa petite main pour révéler un scarabée irisé soigneusement conservé dans une petite boîte transparente. Un bousier doré, ai-je identifié, me souvenant des longues heures passées avec elle à explorer les petites créatures du domaine lors de ses précédentes visites. « Tu vois, maman, je t'avais dit que papy saurait », s'est-elle exclamée triomphalement en se tournant vers Camille. Ces moments simples avec mes petits-enfants étaient un baume sur les blessures des dernières semaines. Leur innocence, leur joie spontanée me rappelaient pourquoi, au fond, tout cela était important. Ce n'était pas juste une question d'ego, de contrôle ou même de tradition familiale. C'était une question d'héritage, de transmission. Ces terres, ces vignes que j'avais tant chéries, je voulais qu'elles continuent à être un lieu de bonheur pour les générations futures de Moreau. Nous nous sommes installés sur la terrasse pour l'apéritif. Marie a servi le champagne aux adultes et du jus de fruits aux enfants. La conversation a d'abord tourné autour de sujets neutres. Les dernières nouvelles familiales, l'école des enfants, le temps particulièrement clément de ce printemps. Mais je sentais une tension sous-jacente. Chacun savait pourquoi nous étions réellement réunis aujourd'hui et attendait que Xavier aborde le sujet, ce qu'il a finalement fait alors que nous terminions notre première coupe de champagne. Je voudrais dire quelques mots
a-t-il annoncé en se levant, attirant l'attention de tous. Un silence attentif s'est installé. Même les enfants, percevant l'importance du moment, ont cessé leur jeu pour écouter. Lors de notre dernier rassemblement familial, à Pâques, j'ai dit quelque chose de profondément injuste et mensonger concernant mon père. Xavier a marqué une pause, cherchant visiblement ses mots. J'ai prétendu qu'il suivait une cure de désintoxication pour alcoolisme. C'était entièrement faux. Mon père n'a jamais eu de problème avec l'alcool et n'a jamais suivi une telle cure. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Hélène a hoché la tête comme si elle n'avait jamais vraiment cru à cette histoire. Claire a semblé soulagée. J'ai inventé ce mensonge dans un contexte particulier, lié à des préoccupations concernant l'avenir du domaine. Mais rien ne justifie d'avoir porté atteinte à la réputation de mon père de cette façon. Je lui présente mes excuses les plus sincères, et je tenais à rétablir publiquement la vérité devant vous tous. Xavier s'est tourné vers moi. « Papa, je regrette profondément le mal que je t'ai causé. J'espère que tu pourras me pardonner. » J'ai soutenu son regard, cherchant à y déceler la sincérité. Et pour la première fois depuis longtemps, je crois que je l'y ai trouvé. Il y avait dans ses yeux une vulnérabilité, un regret authentique que je n'avais pas vu depuis des années. « J'accepte tes excuses, Xavier », ai-je répondu simplement. Un soulagement visible a parcouru l'assistance. La tension qui planait depuis notre arrivée s'est dissipée, remplacée par une atmosphère plus légère. Hélène a été la première à prendre la parole. « Je n'ai jamais cru à cette histoire, Laurent. Ce n'était tellement pas toi. »« Moi non plus, » a renchéri Claire. « Je te connais depuis toujours, oncle Laurent. Tu as toujours été un modèle de modération. » Leurs paroles de soutien m'ont touché. Mais plus encore, c'était le regard de Xavier qui retenait mon attention. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de voir mon fils, et non l'homme d'affaires calculateur qu'il était devenu. « Si nous passions à table ?» a proposé Marie, apparaissant discrètement sur la terrasse. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance détendue, presque joyeuse. Les plats préparés par Marie étaient délicieux, les vins que j'avais sélectionnés unanimement appréciés. Les conversations allaient bon train, les rires fusaient régulièrement. C'était comme si un poids avait été retiré des épaules de chacun, permettant enfin une véritable convivialité. À un moment, alors que Marie servait le dessert, une tarte aux fraises du jardin, j'ai proposé un toast. À la famille, à la vérité et à l'avenir. Tous ont levé leur verre en écho. Et dans ce moment simple, j'ai ressenti une clarté que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Plus tard dans la soirée, alors que les enfants jouaient dans le jardin sous la surveillance de Camille et que les autres conversaient tranquillement sur la terrasse, Xavier m'a rejoint dans le salon où je m'étais isolé un moment. « Papa, je voulais te parler seul à seul. » Je l'ai invité à s'asseoir face à moi. « Je t'écoute. » J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. À notre conversation de la semaine dernière, à ta rencontre avec Victor Delorme, à tout ce qui s'est passé. Il a marqué une pause comme s'il cherchait ses mots. Je réalise que j'ai abordé cette situation de la pire façon possible. Au lieu de te parler ouvertement, honnêtement, j'ai essayé de te manipuler. C'était impardonnable. Pourquoi l'as-tu fait, Xavier? Vraiment. Pas l'excuse que tu m'as donnée jusqu'ici, mais la vraie raison. Mon fils a détourné le regard un instant, fixant les flammes qui dansaient dans la cheminée. J'avais peur, a-t-il finalement admis. Peur que tu refuses catégoriquement d'envisager un partenariat avec des investisseurs extérieurs. Peur que ton attachement au passé, à la tradition, ne condamne le domaine à long terme. Alors ta solution a été d'essayer de me faire passer pour inapte? C'était stupide et lâche, a-t-il reconnu. Et je le regrette sincèrement. Un silence s'est installé entre nous. Pas un silence hostile, plutôt un moment de réflexion partagée. Tu sais, ai-je finalement repris, ton grand-père, mon père, était un homme d'une intransigeance absolue concernant le domaine. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'avais des idées nouvelles, des projets de modernisation qu'il refusait systématiquement d'envisager. Xavier m'a regardé avec surprise. Je ne lui avais jamais vraiment parlé de ma propre relation avec mon père. Un jour, exaspéré par son obstination, j'ai fait quelque chose de similaire à ce que tu as tenté.
J'ai organisé une rencontre avec des œnologues renommés sans le prévenir. Je les ai amenés au domaine et j'ai espéré que leurs arguments professionnels le convaincraient là où les miens échouaient. Et qu'est-il arrivé? Il est entré dans une colère noire. Il a chassé les œnologues et m'a interdit de prendre la moindre initiative pendant 6 mois. Xavier a esquissé un sourire hésitant. L'obstination semble être un trait de famille. En effet, ai-je admis avec un léger sourire. Mais ce que je veux te dire, c'est que je comprends la frustration de voir quelqu'un que l'on respecte s'accrocher à des méthodes que l'on juge dépassées. Je l'ai vécu aussi. Ce qui ne justifie pas tes méthodes, bien entendu. Bien entendu, a-t-il acquiescé sobrement. Un autre silence s'est installé, plus confortable cette fois. J'ai longuement réfléchi à la proposition de Delorme. Ai-je finalement déclaré. L'idée d'un droit de veto sur les décisions stratégiques change effectivement la donne. Le visage de Xavier s'est illuminé d'un espoir qu'il tentait visiblement de contenir. Mais avant de prendre une décision définitive, ai-je poursuivi, j'aimerais te proposer autre chose. Je t'écoute. Travaillons ensemble sur le domaine pendant 6 mois. Pas comme un père et son fils qui se voient occasionnellement, mais comme de véritables partenaires. Toi à mes côtés, impliqué dans chaque aspect de la gestion, apprenant à connaître les vignes, les hommes qui y travaillent, les défis quotidiens que nous rencontrons. Xavier semblait surpris par ma proposition. Tu veux dire que je vienne m'installer ici? C'est exactement ce que je veux dire, avec Camille et les enfants, si elle est d'accord. La maison est bien assez grande pour nous tous. Mais mon travail à Paris... Tu peux prendre un congé ou travailler à distance. Les moyens modernes le permettent, n'est-ce pas? Xavier a réfléchi un moment, visiblement pris au dépourvu par cette suggestion inattendue. Pourquoi cette proposition, papa? Qu'espères-tu en tirer? Plusieurs choses. D'abord, je veux que tu comprennes vraiment ce domaine avant de décider de son avenir. Que tu connaisses ses forces, ses faiblesses, son âme. Ensuite, je veux voir si nous sommes capables de travailler ensemble, de concilier nos visions. Et enfin, j'ai hésité un instant, cherchant les mots justes. Et enfin, je voudrais essayer de reconstruire ce qui s'est brisé entre nous au fil des ans. Retrouver mon fils, au-delà de l'homme d'affaires qu'il est devenu. Cette dernière phrase a semblé toucher Xavier en plein cœur. Ses yeux se sont brièvement embués avant qu'il ne retrouve sa contenance. Et après ces 6 mois, si tu restes convaincu que le partenariat avec Delorme est la meilleure solution pour le domaine, et si nous parvenons à établir une relation de confiance mutuelle, alors je m'engage à reconsidérer sérieusement leur proposition, avec les garanties dont Delorme m'a parlé. Et si tu restes opposé à cette idée, alors nous chercherons une autre solution, ensemble, en tenant compte de nos 2 visions. Xavier a longuement réfléchi, pesant visiblement le pour et le contre de cette proposition inattendue. C'est une offre équitable, a-t-il finalement déclaré. Mais je dois en discuter avec Camille. C'est un grand changement pour notre famille. Bien entendu, prends le temps qu'il faut. Il s'est levé, puis, dans un geste qui m'a pris par surprise, s'est penché pour m'embrasser sur la joue. Merci, papa, pour cette chance de recommencer. Ce simple contact physique, ce geste d'affection spontanée que nous n'avions pas échangé depuis des années, m'a ému plus que je n'aurais osé l'admettre. De rien, mon fils. Après son départ, je suis resté seul dans le salon, fixant les flammes mourantes dans la cheminée. La soirée avait pris un tournant que je n'avais pas anticipé. Cette proposition, née d'une impulsion, pourrait changer radicalement nos vies à tous. Était-ce la bonne décision? Je n'en étais pas certain. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais un authentique espoir. L'espoir que peut-être, mon fils et moi pourrions trouver un chemin commun, une vision partagée pour l'avenir du domaine Moreau. 2 mois se sont écoulés depuis ce dîner mémorable. 2 mois de changements profonds dans ma vie quotidienne. Xavier, Camille et les enfants se sont installés dans l'aile est de la maison, que nous avions rapidement réaménagée pour leur offrir un espace à eux.
Camille travaillait désormais majoritairement à distance, ne se rendant à Paris que 2 jours par semaine pour des réunions essentielles. Les enfants avaient intégré l'école du village voisin et semblaient s'épanouir dans ce nouvel environnement. Quant à Xavier et moi, nous avions commencé cette collaboration que j'avais proposée. Les débuts avaient été difficiles, marqués par des désaccords fréquents sur la façon de gérer tel ou tel aspect du domaine. Nos tempéraments, tous deux forgés dans le même moule d'obstination, s'entrechoquaient régulièrement. Mais progressivement, quelque chose avait commencé à changer. Xavier montrait un intérêt sincère pour le travail de la vigne, passant de longues heures avec notre chef de culture à apprendre les subtilités du métier. Il avait également apporté ses compétences en gestion et en marketing, identifiant des opportunités que je n'aurais jamais envisagées. Et surtout, petit à petit, nous réapprenions à nous connaître. Non plus comme un père autoritaire et un fils rebelle, mais comme 2 hommes avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs espoirs et leurs craintes. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les vignes, nous étions tous les deux assis sur la terrasse, savourant un verre de notre production. « J'ai reçu un appel de Victor Delorme aujourd'hui », a annoncé Xavier. « Oh, et que voulait-il » Savoir où en était notre réflexion concernant leur proposition d'investissement. « Et que lui as-tu répondu » Xavier a pris le temps de savourer une gorgée de vin avant de répondre que nous explorions actuellement d'autres pistes. Cette réponse m'a surpris. Jusqu'à présent, Xavier était resté convaincu que le partenariat avec Delorme représentait la meilleure option pour l'avenir du domaine. D'autres pistes ? J'ai eu une idée en étudiant les chiffres de plus près. Nous pourrions restructurer notre dette sans céder le contrôle majoritaire, en vendant seulement quelques parcelles non essentielles et en développant davantage le no-tourisme. C'était presque exactement le plan que j'avais initialement proposé, à quelques nuances près. Ce qui nous permettrait de rester entièrement indépendants. Pas tout à fait. Nous aurions toujours besoin d'investisseurs. Mais nous pourrions limiter leur participation à 30% maximum, ce qui nous laisserait clairement aux commandes. Et tu penses que c'est viable ? Avec quelques ajustements à ton plan initial, oui. Le principal défi serait de convaincre la banque de restructurer notre prêt sur une période plus longue. J'ai savouré ces paroles, ainsi que le vin dans mon verre. En 2 mois seulement, Xavier avait suffisamment appris sur le domaine pour commencer à élaborer sa propre vision, qui, de façon surprenante, se rapprochait désormais de la mienne. « Tu sais, ai-je dit après un moment, quand j'ai proposé que tu viennes travailler avec moi pendant 6 mois, je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait réellement. Je craignais que nos différences ne soient trop profondes. » Xavier a souri. J'avais les mêmes doutes. Je me voyais déjà claquer la porte au bout de 3 semaines. Qu'est-ce qui a changé selon toi ? Il a réfléchi un instant. Je crois que j'ai commencé à comprendre ce que ce domaine représente vraiment. Pas juste un actif financier, pas seulement une entreprise, mais un lieu vivant, avec son histoire, ses hommes, sa personnalité propre. Il a fait un geste englobant le paysage devant nous. Ces vignes ont vu passer 3 générations de notre famille. Elles ont survécu à des guerres, des crises économiques, des changements climatiques. Il y a quelque chose de, je ne sais pas, de sacré presque, dans cette continuité. Ces mots résonnaient profondément en moi. C'était exactement ce que j'avais toujours ressenti pour ce domaine, sans jamais parvenir à le communiquer efficacement à mon fils. Et toi, papa ? Qu'est-ce qui a changé pour toi ? J'ai pris le temps de formuler ma réponse. J'ai réalisé que je m'accrochais peut-être trop au passé, que certaines de tes idées, que je rejetais d'emblée, avaient un réel mérite, que le domaine pouvait évoluer sans perdre son âme. Un silence confortable s'est installé entre nous, alors que nous contemplions les dernières lueurs du jour caressant les rangées de vignes. Dans le lointain, on entendait les rires de Louise et Thomas qui jouaient dans le jardin avec Camille. « Je crois que nous pouvons y arriver, papa », a finalement dit Xavier. « Sauver le domaine tout en préservant son indépendance. Ce ne sera pas facile,
Mais ensemble, ai-je complété, levant mon verre pour trinquer avec lui. Nos verres se sont entrechoqués dans la lumière dorée du couchant. Ce simple geste semblait sceller quelque chose de nouveau. Un pacte entre un père et son fils, une promesse pour l'avenir. Je repensais à ce dîner de Pâques, à cette accusation mensongère, à ce verre que j'avais levé en défi. Qui aurait cru que cet incident douloureux marquerait le début d'une réconciliation, d'une renaissance? La vie réserve parfois d'étranges surprises. Ce qui semble être une fin peut se révéler être un commencement. Ce qui paraît être une rupture irrémédiable peut devenir l'occasion d'une reconstruction, plus solide et plus authentique que ce qui existait auparavant. Et tandis que la nuit tombait doucement sur le domaine Moreau, j'ai su avec une certitude tranquille que nous trouverions notre chemin. Non pas le mien, non pas celui de Xavier, mais un chemin que nous tracerions ensemble, alliant sagesse ancienne et vision nouvelle pour préserver ce qui avait toujours fait la fierté de notre famille. Je m'appelle Laurent Moreau, j'ai 73 ans, et pendant toute ma vie, j'ai travaillé ce vignoble que vous voyez s'étendre sous nos yeux. Ces rangs de vignes que caresse le soleil couchant, ces grappes qui mûrissent lentement au fil des saisons, c'est mon héritage. Ma passion, ma vie. Peut-être que vous aussi, vous avez connu ces moments où la famille peut être à la fois source de douleur et de guérison. Ces instants où un simple malentendu peut creuser un fossé entre ceux qu'on aime et où un geste sincère peut rebâtir des ponts qu'on croyait définitivement rompus. Notre histoire familiale continue de s'écrire jour après jour parmi ces vignes centenaires. Ce domaine qui a failli nous diviser est devenu le lieu de notre réconciliation, le symbole d'un avenir où tradition et modernité se marient harmonieusement. Si vous passez un jour dans notre région, venez nous rendre visite au domaine Moreau. Mon fils Xavier se fera un plaisir de vous faire déguster nos vins et de vous raconter l'histoire de cette terre qui a vu défiler les générations. Et si vous avez de la chance, vous me croiserez peut-être dans les vignes, toujours à l'œuvre malgré mon âge, car comme le bon vin, certaines passions se bonifient avec le temps. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous remercier d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres récits de vie. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une réconciliation familiale après une trahison. Car c'est en partageant nos expériences que nous grandissons ensemble, que nous apprenons à penser nos blessures et à célébrer ces moments précieux où l'amour triomphe de la rancœur. À votre santé et à bientôt.